Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous savoir nombreux pour suivre ce journal de 20h sur la RTNC et dans le titre ce soir, les phénomènes braquage dans la capitale ont de plus en plus de l'ampleur et souvent ce sont des cambistes qui en font les frais, des scènes qui rappellent les années 30 de Bonnie and Clyde aux États-Unis d'Amérique où il y avait des braquages des banques. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures pour y mettre fin. On fait le point dans ce journal. Au-delà d'une simple causerie morale, il s'agit ici d'un rappel à l'ordre. Le commandant de la garde républicaine, le général-major Ephraim Kabi, a battu les rappels des troupes pour rappeler les missions essentielles de la garde républicaine. Ceux qui se mettront en marge des instructions seront sévèrement sanctionnés. Images et commentaires également dans un instant dans ce journal. L'actualité, c'est aussi cette grande information. L'Assemblée nationale s'est prononcée. Les élus du peuple ont déclaré recevable le rapport de la commission spéciale ordonnant l'ouverture de l'instruction judiciaire contre le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Moutamba. Ce dernier est soupçonné d'être au cœur d'un détournement de fonds publics selon les réquisitoires du procureur général près la Cour de cassation. Nous allons y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Bienvenue à tous, direction la Chambre haute du Parlement, où son président Jean-Michel Samaloukonde a eu une séance de travail avec une délégation des élus européens qui ont réaffirmé leur attachement au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Janine Kalenga, bienvenue Loussala et Julien Piana. Soutien de l'Union européenne au respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, 10 eurodéputés ont été reçus le mercredi 28 mai par le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde Kenge, conduit par la députée européenne Hilde Votmans, coprésidente du Parlement Afrique-Europe. L'arrivée de cette délégation à Kinshasa fait suite à l'invitation leur lancée par le président de la Chambre des sages, Jean-Michel Samaloukonde, lors de la mission effectuée à Bruxelles en Belgique, auprès de l'Union européenne où il était reçu par une délégation dirigée par la vice-présidente de la Commission Afrique-Caraïbes. Cette délégation avait répondu positivement à l'invitation qui visait l'accompagnement de l'Union européenne à la RDC dans la lutte pour la paix. Il faut rappeler qu'au cours de cette mission, le président du Sénat Jean-Michel Samaloukonde avait dénoncé l'accord signé entre l'Union européenne et le Rwanda sur les minerais stratégiques. Le soutien de l'Union européenne à la résolution des Nations Unies 2773 adoptée à l'unanimité le 21 février 2025. Cette résolution condamne fermement le Rwanda pour son soutien au M23 et ses supplétifs, ainsi que pour l'exploitation illicite des ressources minières en RDC. Les échanges de ces jours entre les speakers de la Chambre haute du Parlement et cette délégation ont également porté sur les axes de coopération entre la RDC et l'Union européenne, notamment les soutiens aux réformes institutionnelles, la gouvernance démocratique et la sécurité dans l'est du pays. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de relancer un dialogue stratégique après plusieurs mois d'échanges diplomatiques renforcés suite à la récente visite diplomatique d'une délégation sénatoriale congolaise à Paris et Bruxelles en mars 2025. La rencontre de ces jours a été immortalisée par l'échange des cadeaux entre le président du Sénat et la coprésidente du Parlement Afrique-Europe, chef de la délégation. Il faut un coup d'accélérateur dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement de la République et les plans nationaux stratégiques de développement. La première ministre Judith Suminwa Tuluka vient de mettre en place Deliver Unity pour y arriver. Chimendondo Pompo Umba et Djokuku Patrick. Un pas de plus vers une gouvernance efficace. La première ministre Judith Suminwa Tuluka veut de résultats du concret. Et pour y arriver, elle lance la Delivery Unit, un outil stratégique pour booster l'exécution de projets gouvernementaux. Réunis autour de la chef de l'exécutif central, plusieurs membres du gouvernement, de partenaires techniques et financiers, le PNUD, la Banque mondiale, la BAD et même le diplomate accrédité en RDC. Objectif, valider le projet d'appui à la Delivery Unit. La Delivery Unit n'est pas un organe d'exécution. Elle vient pour appuyer, pour assurer justement que tous les programmes qui sont mis en œuvre à travers les différents ministères sectoriels
puisse arriver à terme en termes d'exécution, mais aussi en ayant les résultats impactants le plus rapidement possible dans les délais qui ont été impartis. Au niveau de la coordination de l'action gouvernementale, qui est une de mes missions principales en tant que chef du gouvernement, je voudrais assurer d'avoir une structure qui va pouvoir appuyer toutes les autres structures au niveau du gouvernement pour que dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un goulot d'étranglement, moi, en tant que première ministre et coordonnatrice de l'action gouvernementale, je puisse régler les questions, les problématiques qui sont transversales. Le PNID, partenaire stratégique de cette réforme, s'engage pleinement. Notre souhait, c'est que ce nouveau mécanisme qui vient plutôt renforcer les structures déjà existantes puisse vraiment aider à offrir les services que les Congolaises et les Congolais recherchent. Cette unité fonctionnelle vise à mieux suivre les différents projets et identifier les indicateurs de performance et surtout à répondre aux attentes du peuple. Le phénomène prend de proportions inquiétantes. Le braquage dans la capitale, des hommes armés qui dévalisent commerces, cambistes et autres. Eh bien, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a réuni l'autorité provinciale et les services de sécurité pour des mesures adaptées. Bobo Anan Mokonzi. À défaut de dévaliser de banques, il s'attaque aux cambistes. Le braquage, un phénomène qui prend de l'ampleur. Face à la recrudescence de ces braquages à main armée, le gouvernement central a pris un train de mesures qui seront supervisées conjointement avec la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est ce qui ressort de la réunion avec les autorités de la ville ainsi que les responsables des services de sécurité. Tout à l'heure, annoncé retour avec force et opération Dobo. Il ressort de cette réunion plusieurs recommandations, notamment l'élargissement de l'opération Dobo qui va s'étendre à la traque de tous les braqueurs inciviques de diverses manières dans une opération combinée. La police nationale congolaise, FARDC et autres services de sécurité. Concernant l'utilisation abusive des véhicules de la police, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, maître Jacquemain Chabani, tape du poing sur la table pour le bon usage de ces engins, en demandant aux responsables de ces services d'élaborer un plan d'urgence de riposte coordonné et efficace. Concernant l'utilisation abusive des véhicules de la police, je vous demande de dénoncer tout acte visiblement incivique de ces véhicules et les coupables seront déférés devant la justice. Cette rencontre marque une étape décisive dans la lutte contre le banditisme urbain avec la mise en contribution de l'opération Dobo qui ne se limitera plus uniquement à la lutte contre le Kuluna mais aussi s'étendra également à la traque des auteurs de braquage. Le gouvernement mise sur une approche combinant intelligence opérationnelle, présence renforcée sur terrain et implication citoyenne dans l'objectif d'éradiquer les braquages et de restaurer la quiétude de la population. C'était en présence de toutes les unités de la garde républicaine. Le commandant de la garde républicaine, Ephraim Kabi-Kiriza, a tenu une causerie morale pour évidemment rappeler les missions de la garde républicaine. Iverson Kabwaba. Le général-major Kabi-Kiriza, commandant de la garde républicaine, a été on ne peut plus clair lors de la causerie morale avec les différentes unités de la garde républicaine de la garnison de Kinshasa ce mercredi à la place de la loyauté au Konchachi. Et plus particulièrement le président honoré Joseph Kabila qui a voulu qu'on soit pas armé à soldats. Oui, nous sommes d'accord. On a été ensemble pour servir et être sécurisés. Gloire à Dieu. Dans les Yabani, dans les Yakei, Bison, Torampinati, parti à contre la Bison, Bison dans le Républicain. Et nous l'avions fait d'une manière professionnelle. Contraillé et requis. Héloé Azali, président Moussous, Tangoye, Bison de signer sous contrat, Naye, Zambe Tata. Asalisa biso 5 années ya liboso euti koleka sans problème oyo akoya nsima soki epi arenuvele biso confiance me na yebi biso okadi oyo tokozasure tostokoli bajwe na ngata mosusu bango nde bakozala bakosigne contrat vous allez continuer jusqu'à la fin.
Déterminé à pouvoir remplir loyalement sa mission au nom de la garde républicaine, il a rassuré les Congolais et pris des bons sens que ces bruits des bottes n'emporteront pas le président de la République avant eux. Ils œuvreront jusqu'au sacrifice suprême. Et les lobbies sont aux Antisounaïe. Donc on combat. Et puis, la lobby à Mokokoma. La répéter, je défie qui que ce soit. Donc on commissariat n'a souka ya mandanaye. Ne jamais trahir le Congo reste la devise des FARDC. Les inspecteurs de la police nationale ont été déployés un peu partout dans les grandes artères de la capitale. Le commissaire divisionnaire principal des l'IG, le général Patience Mouchidiave, tape du poing sur la table et insiste sur la discipline. Images et commentaires. C'est au cours de cette importante réunion que le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiave, a marqué les esprits en affirmant la nécessité de redorer l'image de la police nationale congolaise. L'inspecteur général de la PNC a tapé du poing sur la table, appelant ainsi à une action immédiate contre le comportement déviant de certains agents commis dans l'ordre public. Séance tenante, le général Patience Mouchidiave a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre police et population. Nous devons aider notre population. Maintenant, la place est à la traque de tous les violateurs et tous les tracasseurs de notre population. L'inspection générale de la police nationale congolaise doit se faire sentir sur le terrain dans cette lutte qui doit être acharnée. Acharnée, je le dis très bien, aux policiers qui sont des antivaleurs au sein de la police nationale. Déjà à partir de samedi 31 mai, une opération de déploiement sera lancée pour traquer les policiers véreux, contrôler les unités de la police territoriale et évaluer les respects de droits humains. Et les consignes données aux inspecteurs sont claires: courtoisie, fermeté, impartialité et respect des textes. Des kits sanitaires pour répondre à un besoin pressant dans les zones de santé spéciales de la police et de l'armée. Il s'agit ici d'un geste du Fonds de la promotion de la santé. On en parle avec Eric Abamba. Bien emballés dans ces cartons qui portent la marque du Fonds de promotion de la santé, les donateurs principaux et surtout bien protégés dans cet entrepôt, la majorité de ces kits médicaux vont dans quelques jours prendre la route direction la ville de Beni, Bunia, Kamina, Butembo, Kindu et Kinshasa. Le principaux bénéficiaires sont les zones de santé spéciales de la police et de l'armée nationale, totalement submergées par le nombre accru de malades et de blessés de guerre fuyant l'agression rwandaise. Ces kits sanitaires, composés de béquilles, bistouris, aspirateurs et autres matériels, permettront une meilleure prise en charge de la population dans le cadre de la couverture santé universelle, un grand chantier du chef de l'État, a précisé la directrice générale adjointe du FPS, professeur Claudine Chimanga. Cette cérémonie s'aligne dès lors au nombre des actions menées dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'offre de soins et services de santé dans les établissements de soins impliqués dans la prise en charge des victimes de la guerre qui sévit dans la partie est de notre pays. Le ministre de la Santé publique, Dr Roger Kamba, qui a procédé à la remise symbolique de ces matériels sanitaires, a applaudi des deux mains cette initiative du FPS. Je voudrais recommander au Fonds de promotion de mettre un accent particulier sur les offres de soins que nous devons donner à nos militaires et à nos policiers, pour que ce soit la priorité de priorité. Durement affectés et en difficulté dans la prise en charge des patients, les responsables de ces établissements de soins de santé, des hommes en uniforme, ont de tout cœur remercié les fonds de promotion de la santé et rassurent déjà d'une bonne répartition et équitable de ces matériels. La sécurité sociale de l'agent public, un droit pour l'agent public et un devoir pour l'État employeur. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou s'est mis à l'écoute du personnel de la CENSAP, la caisse de sécurité sociale de l'agent public. Nadine Kiloche et Mouké Maloula.
Phare à phare avec le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, est un cadre d'échange, d'écoute des problèmes des agents et cadres de l'État pour des solutions idoines. Le mercredi 29 mai 2025, c'était les tours des agents et cadres de la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État, SANSAP, d'être en interaction avec Jean-Pierre Liaou au Fleuve Congo Hôtel. La Caisse, sous votre leadership, a aujourd'hui fière allure et est au centre de toutes les attentions dans notre pays. Le mérite de ces résultats est à décerner à votre Excellence parce que vous avez su marcher sur la voie sociale définie par le président de la République, chef de l'État. À l'occasion, l'autorité de tutelle a prêté une oreille attentive aux préoccupations des agents et cadres de cette caisse, tout en garantissant la prise en charge des préoccupations liées à la gestion des carrières. Ne peut donc pas bien et mieux réformer sans vous. Il faut que vous soyez associés, il faut que vous soyez aussi placés dans des conditions psychologiques optimales. Il faut que vous puissiez savoir que vous comptez pour nous et que dans notre façon de voir les choses, il n'y a pas d'agents plus importants que les autres. Il n'y a que des agents qui sont au service d'un établissement, au service d'une cause. Séance tenante, des orientations ont été données pour assurer le bon fonctionnement de la SANSAP par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou. Il y a d'abord l'obligation dans l'exercice de vos fonctions de mettre en premier lieu la satisfaction de assujettis. C'est eux votre priorité. Doivent être satisfaits. Les agents et cadres de la SANSAP ont été boostés par le VPM à pouvoir jouer pleinement leur rôle pour mieux garantir une bonne mise en œuvre du nouveau système de sécurité sociale implanté par le gouvernement congolais sous le leadership du chef de l'État et la supervision de Madame la Première ministre, chef du gouvernement. C'est une corporation qui existe dans le vaste ensemble qui est la presse nationale, l'Union nationale des caméramens ou encore des preneurs de vue. Cette structure, du moins une délégation de cette association, a été reçue par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, Gaëtan Magalano. C'est une première pour le président de l'Union nationale de caméramens du Congo de présenter officiellement au ministre de la Communication et Médias le cahier de charges pour leur mandat de 5 ans à la tête de ces structures. Passer en revue toutes les étapes que l'UNCC a connues depuis ses élections jusqu'à ces jours, Patrick Mouyaya Katembwe et Merlin Kamalandois l'ont fait dans une ambiance de convivialité. Des échanges fructueux, l'excellence a été très heureux de voir les caméramens aujourd'hui s'organiser. Le programme semestriel que nous avons déjà élaboré. C'est aussi l'occasion de recevoir la bénédiction d'un père. Comme vous savez, l'excellence Mouyaya fut aussi caméraman, pour ceux qui ne le savent pas, et étant aussi notre père, étant notre modèle, étant notre icône, mais aussi notre ministre des tutelles, c'était aussi occasion pour nous de recevoir ses orientations, ses conseils, mais aussi sa bénédiction, parce que nous atterrissons à Matadi pour l'installation du comité provincial du Congo central. Le ministre de l'Écoute et de la Parole a quant à lui demandé au comité Kamalandois d'exiger aux caméramens membres de respecter les normes de ces métiers nobles qui s'y pratiquent quotidiennement aux côtés du journalisme et de la communication. L'Union nationale de caméramens du Congo a présenté au ministre aussi quelques réalisations depuis l'arrivée du comité. Il s'agit notamment de la dotation d'un bureau à la concession Procoki, l'identification en cours de tous les caméramens de la RDC, la campagne patriotique contre le poison rwandais, la promotion de la destination RDC à travers le Belles Images, ainsi que l'installation de comités provinciaux. Il était temps et ces choses faites, l'Afrique centrale vient de se doter d'un réseau des organes de gestion électorale. On en parle dans ces reportages. Ce moment historique marque l'aboutissement de plusieurs tentatives menées au fil des années pour doter la sous-région d'un mécanisme permanent de coopération et de dialogue entre institutions électorales. Pendant 2 jours, les représentants de 9 pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, vont jeter les bases de ce nouvel espace d'échange, de solidarité technique et d'innovation électorale au service de la démocratie en Afrique centrale. Dans son allocution d'ouverture, le président de la CENI, également président du comité d'organisation de ces assises, a salué un tournant attendu depuis plusieurs années. C'est avec une grande joie et une profonde émotion que je me tiens aujourd'hui devant vous en ma qualité de président du comité d'organisation de cette Assemblée générale constitutive pour saluer ce moment historique
que nous avons collectivement rendu possible. Nous sommes ici pour construire un espace utile, opérationnel, un espace pour apprendre les uns des autres, pour développer de bonnes pratiques, pour viser des standards internationaux, mais aussi pour innover avec lucidité et ambition. Car nous savons que trop souvent, les crises politiques dans nos pays trouvent racine dans les élections mal préparées, mal acceptées ou mal gérées. En tant qu'organe de gestion des élections, nous ne voulons plus être perçus comme des boucs émissaires, mais des acteurs de stabilité, des architectes de la démocratie. C'est pourquoi, au-delà des normes universelles, nous allons développer nos propres standards électoraux sous-régionaux, ancrés dans nos réalités, mais guidés par l'exigence des standards internationaux. Le président de la CENI RDC a insisté sur l'objectif du réseau, créer un cadre opérationnel d'apprentissage mutuel, de développement de bonnes pratiques, d'alignement sur des standards électoraux rigoureux mais adaptés aux réalités régionales. Présent à Bujumbura, l'ambassadeur Calixte Mbari, représentant de l'Union africaine, a salué ce moment symbolique et fondateur. En tant que pays hôte, le président de la CENI du Burundi, Prosper Taroruamie, a chaleureusement accueilli les délégations. Le Rogeac est né du Burundi. Son acte de naissance sera établi ici, sur les rives du Tanganyika, a-t-il déclaré. Le Mauritanien Sidi Ould Tah a été porté à la tête de la Banque africaine de développement BAD. Il succède à ce poste le Nigérian Akinwumi Adesina. Bien avant, le ministre des Finances de la RDC, Doudou Fambali Koundé, avait participé à l'audition des 5 candidats en lice. 5 commentaires signés Sylvie Moembo. À Abidjan, en Côte d'Ivoire, le ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Doudou Fambali Koundé Libotay, a participé à l'audition des 5 candidats en lice pour la présidence de la Banque africaine de développement dans le cadre de la 60e Assemblée annuelle de l'institution tenue à l'hôtel Sofitel d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. En tant que gouverneur de la BAD pour la République démocratique du Congo et deuxième vice-président du comité d'organisation du processus électoral, le ministre Doudou Famba a joué un rôle actif dans les dialogues entre les gouverneurs et les candidats. Cette étape déterminante s'inscrit dans un processus de sélection rigoureux, transparent et conforme aux valeurs de gouvernance et d'excellence de la BAD visant à désigner le successeur du président sortant, M. Akinwumi Adesina, arrivé au terme de son mandat. En marge de ces assises, le ministre des Finances, Doudou Fambali Koundé Libotay, a reçu plusieurs délégations de haut niveau avec la DBCA. Les échanges ont porté sur la situation macroéconomique de la RDC et les avancées enregistrées dans le cadre de l'accord de financement signé avec les institutions financières sud-africaines, dont la DBCA. Cet accord vise à équiper le pays pour l'entretien et la construction de routes dans les 145 territoires. Les discussions ont également couvert les grands projets structurants tels que le barrage Inga et le corridor de l'Obitu. Lors de la rencontre avec l'agence française GCA, le ministre a sollicité l'expertise de cette structure pour accompagner le gouvernement dans l'élaboration d'une stratégie de mobilisation des financements sur le marché international. Une feuille de route est en cours d'élaboration à cet effet. Au ministère des Ressources hydrauliques, l'heure est à la vulgarisation et la promotion de la loi révisée relative au secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. On en parle avec Alain Bikaï. Après l'adoption du projet de loi portant la modification de la loi sur l'électricité de 2014 par la Chambre basse du Parlement, les ministres des Ressources hydrauliques et électricité s'engagent dans la vaste campagne de vulgarisation de cette dernière. C'est dans cette optique que le professeur Teddy Lombamouba a convoqué ces forums pour sensibiliser les opérateurs de ce secteur sur les innovations, défis et opportunités qu'apporte cette nouvelle loi de 2025. Dans une approche comparative, les patrons des énergies en République démocratique du Congo est revenu sur les biens fondés de ces démarches qui vient assainir et réglementer ce secteur vital de la vie nationale. Étant un secteur porteur de développement et d'industrialisation de notre pays, il était impérieux de doter la RDC d'un cadre juridique incitatif qui apporte cette innovation, a-t-il renchéri. Au regard de faits constatés dans notre secteur, qu'il fallait
procéder à cette modification-là. Nous avons pratiquement relevé cet aspect et cet concept qui manquaient à cette loi. Et nous avons rajouté 2 institutions en appui à la fonctionnalité du secteur de l'électricité. Et nous avons mis en place aussi un titre en ajout au régime juridique en termes d'attribution de droits. Les 7 concepts que l'on a pu apporter à la modification, c'est pratiquement la notion de l'énergie renouvelable. On n'a pas intégré la notion d'énergie renouvelable dans la loi sur l'électricité en RD. Ça veut dire que comment nous prenons des actes en ce qui concerne le photovoltaïque. Un deuxième élément, c'était l'efficacité énergétique. Le troisième élément, c'était l'élément de la transition énergétique. Ça en est suivi des échanges qui ont permis aux participants de décerner l'opportunité de la modification de cette loi de 2014. Le ministère de la fonction, notamment de la formation professionnelle, a un nouveau cadre organique pour son fonctionnement. Il faut donc une bonne architecture pour son bon fonctionnement. Eh bien, les experts de ces secteurs ont été mis en contribution. C'est un commentaire signé Chimène Dondo. Du lundi 26 au samedi 31 mai 2025, les experts venus de 3 services centraux du ministère de la formation professionnelle, à savoir le secrétaire général, l'inspecteur général, les CNACPF ainsi que le représentant de province vont proposer une meilleure ossature du ministère en vue d'un nouveau cadre organique. Sous la coordination d'une délégation d'experts mandatés par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Le mercredi 28 mai, le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, a effectué une visite pour la supervision de ces travaux. Le ministre s'est d'abord entretenu à huis clos avec le coordonnateur Gilbert Maïmeka et le responsable de l'administration avant de retrouver les experts en séance plénière. Ici, Marc Ekila a fait un diagnostic sans concession de son secteur qui appelle à une modernisation urgente. Il a également encouragé le participant à se produire un travail de qualité. J'ai voulu vraiment être prolixe pour que vous compreniez pourquoi vous êtes là. J'ai dit, il y a des directions qui nous manquent. Moi, je vous donne l'esprit. Il m'a dit, il faut que les gens aillent redéfinir la conception du ministère. Et vous allez comprendre que nous sommes un très, très grand ministère. Les techniciens de la fonction publique appellent ça cadre organique. Signalons que cet atelier se tient grâce à l'appui technique de financement de l'UNESCO ainsi que de l'Agence belge pour le développement, ENABEL. Il s'inscrit dans la vision du gouvernement de la République traduit à travers plusieurs réformes engagées pour améliorer la gouvernance de l'administration publique congolaise. Réponse humanitaire adéquate face à la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. La ministre des Affaires sociales a reçu une délégation de l'Union européenne en mission à Kinshasa. Idi Tchala. En République démocratique du Congo, depuis quelques jours, les députés européens ont rencontré la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana. La situation des femmes violées, les enfants dans les camps des déplacés et les déplacés internes en République démocratique du Congo a été passée en revue par cette délégation du Parlement européen. Saisissant la balle au bon, la ministre Nathalie Aziza Mounana a présenté succinctement la situation humanitaire allant des inondations consécutives aux récentes pluies diluviennes qui se sont abattues sur différentes provinces de la République démocratique du Congo avant de faire un focus sur la nécessité d'ouvrir un couloir humanitaire dans les zones occupées par les terroristes du M23, la prise en charge digne et le besoin de solutions durables pour les déplacés internes. La délégation du ministère des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale a sollicité du Parlement européen l'appui substantiel pour la prise en charge des enfants vulnérables, accompagnement du Parlement européen dans l'application de la loi humanitaire qui ne doit pas s'écarter du droit international et leur expérience est sollicitée. Tous ces efforts fournis par la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, dans les secteurs humanitaires, ont été salués par la chef de la délégation des députés du Parlement européen, Hilde Votman. On est un partenaire fiable et on veut vraiment vous soutenir. On est ici pour donner le soutien au ministre des Affaires sociales pour le boulot qu'elle fait. On aimerait vraiment qu'on puisse continuer à travailler ensemble parce qu'on est là à côté de vos peuples et de vos pays. Merci.
La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale a aussi plaidé pour que l'amitié Union européenne et République démocratique du Congo fasse preuve de solidarité concrète afin de soulager la souffrance des peuples meurtris et de construire un avenir plus rassuré. À suivre juste après ce journal, une page spéciale concernant ses partenariats avec l'Union européenne. Nous allons suivre également tout à l'heure, ne quittez pas vos fauteuils, la lecture des ordonnances présidentielles avec Joseph Oscar Mbalkaïj qui va me rejoindre tout à l'heure sur ces plateaux. Le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a réagi au message de l'ancien président Joseph Kabila, les qualifiant de non-événement. On en parle dans ces reportages. Devant une marée humaine composée de la population haut-katangaise venue de tous les coins, l'honorable Kabomba Michel a donné une réplique sanglante à l'ancien président de la République Joseph Kabila qui, dans son récent discours, a nourri les ambitions de revenir au pouvoir par la voie de la force, étant lui-même génitaire de RCD Goma, CNDP, M23, AFC aujourd'hui, bien que la constitution congolaise la lui interdit. Michel Kabomba a d'abord rappelé aux Katangais et Katangais les vraies origines de Joseph Kabila Kabange et des crimes commis par ces derniers pendant l'exercice de ses fonctions. Joseph Kabila Kabange, quand il est venu en RDC, était-il congolais ou rwandais? Parce qu'il était dans le mouvement patriotique rwandais. Nous avons compris qu'il était rwandais et il est venu pour combattre en faveur de son pays, le Rwanda. L'honorable Kabomba Michel a exhorté les fils et filles du terroir à ne pas répondre à cet appel machiavélique, soi-disant swahiliphone, dont eux-mêmes étaient victimes de ces bourreaux. Par ailleurs, l'honorable Kabomba Michel a demandé à la population haut-katangaise de rester vigilante. Il les a également recommandé de soutenir les accords entre la RDC et les États-Unis d'Amérique pour une paix durable au pays. Cette réplique, faite par l'honorable Kabomba Michel au discours de Joseph Kabila, est un appel à un éveil patriotique, car son discours serait une insulte à la nation. Une main noire serait-elle derrière la déstabilisation de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC? Eh bien, la délégation syndicale s'insurge contre ces manœuvres. Marthe Mangaza nous en dit un peu plus. La République démocratique du Congo fait face à une guerre multiforme, tendant à réduire à néant les efforts de développement et de stabilisation conjugués à tous les niveaux. La délégation syndicale de l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, s'en est vite rendu compte. En effet, depuis son installation il y a un peu plus d'une année, le comité de gestion de cette entreprise publique est régulièrement confronté aux attaques tant internes qu'externes de ceux-là même qui devraient les soutenir. Le syndicaliste en appelle au chef de l'État de s'intéresser à l'ONAPAC, devenue une chasse gardée de certaines personnes mal intentionnées. Aussi, un accompagnement tant financier que sécuritaire de ces deux dames, je cite, directeur général et directeur général adjoint, est nécessaire à ce jour. Madame la Première ministre, nous pouvons aujourd'hui dire que ces dames commencent à nous essuyer les larmes par leur travail qui n'est plus à démontrer et à moindre recette. Enfin, nous encourageons les ministres en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire de continuer à accompagner les comités de gestion dans les démarches salutaires pour que l'ONAPAC redevienne un levier de développement économique comme dans le passé. Place à présent à la lecture des ordonnances, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Joseph Oscar Mbalkaïj. Ordonnance numéro 25/217 du 28 mai 2025 portant mesures conservatoires relevant du secteur foncier sur la partie du territoire de la République démocratique du Congo sous état de siège et dans les zones sous occupation par les groupes armés et autres forces négatives. Le président de la République, vu la Constitution telle qu'est modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 1er, 79, 85 et 145,
Considérant qu'à la suite de la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo et de l'occupation de certains de ses territoires par des groupes armés et autres forces négatives provoquant des déplacements massifs des populations et communautés locales, abandonnant derrière elles leur milieu de vie ainsi que leurs biens, le gouvernement entend prendre des mesures protégeant leurs droits fonciers et immobiliers. Considérant les litiges fonciers nés par le passé à la suite des guerres d'agression et d'occupation du fait de l'accaparement des terres par les agresseurs au détriment des populations déplacées, considérant la nécessité de préparer les retours des populations déplacées et de préserver leurs droits fonciers et immobiliers antérieurement acquis et ainsi prévenir tout risque de conflit foncier et immobilier au moment de leur retour, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition de la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, les conseils de ministres entendus ordonnent. Article 1er. La présente ordonnance fixe les mesures conservatoires relevant du secteur foncier dans les territoires sous occupation par les groupes armés et autres forces négatives dans la partie est de la République démocratique du Congo ainsi que dans les zones sous état de siège. Article 2. Dans les zones sous état de siège, les restrictions suivantes relevant du secteur foncier sont édictées. Petit a. En ce qui concerne les conservateurs des titres immobiliers et les chefs de division du cadastre, la superficie de terre à concéder aux tiers par contrat ne peut excéder 0,5 hectares. La suspension de la création des lotissements et morcellement de fonds. La suspension des opérations de mutation sur des concessions de plus de 0,5 hectares. La surséance de paiement des redevances foncières annuelles, des concessions ordinaires et d'enquête de mise en valeur de fonds. Petit b. En ce qui concerne le gouverneur des provinces, la limitation des superficies accordées aux tiers à un maximum de 5 hectares. L'interdiction de prendre des actes de désaffectation des espaces fonciers et immobiliers relevant du domaine public de l'État. L'interdiction de prendre des arrêtés de création de lotissements sur des superficies de plus de 5 hectares. L'interdiction de la réduction à due proportion en cas de mise en valeur partielle des concessions. Article 3. Sont interdits tous les actes tendant à attribuer et ou à affecter des terres dans les zones sous occupation. Il s'agit notamment de la signature et la conclusion des contrats et conventions en matière foncière. L'occupation des fonds et la dépossession des concessionnaires fonciers et propriétaires immobiliers ainsi que des communautés locales sur les terres qu'ils détiennent ou occupent en vertu de la loi ou de la coutume. La reprise des fonds pour défaut de mise en valeur ou de paiement de trois redevances annuelles consécutives ou pour quelque cause que ce soit. L'autorisation du changement d'usage ou de destination des fonds. L'ordonnancement, la perception et le recouvrement des taxes, impôts et redevances fonciers. L'ouverture de nouveaux dossiers de demande de terre et leur instruction. L'enquête préalable à toute concession, la réalisation des travaux cadastraux, la création de nouveaux lotissements, la création des servitudes, l'établissement, la reconduction et la résilience des contrats d'hypothèque, des superficies, d'usufruit, d'usage ou de location. L'établissement de nouveaux certificats d'enregistrement, la mutation sous quelque forme de concessions foncières et de propriétés immobilières, l'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration de la d'échéance successorale sur les concessions et propriétés immobilières, la conversion des concessions ordinaires en concessions perpétuelles et vice-versa, l'inscription des droits et charges réelles qui frappent un immeuble sur les certificats d'enregistrement. Article 4. Est nul tout acte pris en violation des articles 2 et 3 de la présente ordonnance. Les auteurs de ces actes seront poursuivis conformément aux lois de la République. Article 5. La présente ordonnance cesse de produire ses effets
à la proclamation de la fin de l'état de siège et au moment de la déclaration par les autorités publiques de la libération des zones sous occupation. Article 6. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que la ministre d'État, ministre des Affaires foncières, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature faite à Kinshasa le 28 mai 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/218 du 28 mai 2025 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79 alinéa 3, 81 alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement. Ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud, M. John Nyakeru Kalunga. Article 2. Le précité bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République démocratique du Congo. Article 3. Enfin, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, est chargée de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 28 mai 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 28 mai 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Nkinzo Kamole, directeur de cabinet. Et avant de boucler complètement ce journal, c'est communiqué du secrétariat général aux affaires étrangères. Eh bien, le secrétariat général du ministère des Affaires étrangères informe le public congolais que le secrétariat général de l'Organisation des Nations Unies invite les États membres à trouver et à proposer un expert qualifié pour aider le bureau chargé du programme de partenariat triangulaire de l'ONU, service de partenariat d'appui, division des activités spéciales, département de l'appui opérationnel. Et puis, il convient de signaler que le titulaire exerçait ses fonctions en qualité des membres du personnel fourni à